Plus de 2 semaines après l'attaque terroriste des Grands Bassam qui a fait 19 morts, des enquêteurs ivoiriens mettent le cap sur Bamako. Ils espèrent obtenir de précieuses informations pour faire avancer l'enquête suite à l'arrestation la semaine dernière dans le Nord Mali de 2 suspects clés de l'attaque de Bassam. L'axe Abidjan-Addis Abeba se renforce. La République fédérale démocratique d'Éthiopie aura bientôt une nouvelle ambassade en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre a eu lieu aujourd'hui. 400 délégués, une cinquantaine de ministres de l'Agriculture sont attendus à Abidjan le 4 avril prochain. C'est la 29e conférence régionale de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En France, le bras de fer se poursuit entre les opposants à la loi du travail et le gouvernement. Les syndicats des salariés et les associations lycéennes et estudiantines sont descendus dans les rues pour protester contre cette loi. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Plus de 2 semaines après l'attaque terroriste de Grand Bassam qui a fait 19 morts, des enquêteurs ivoiriens mettent le cap sur Bamako. Ils sont arrivés hier dans la capitale malienne et ils espèrent obtenir de précieuses informations pour faire avancer l'enquête suite à l'arrestation la semaine dernière dans le Nord Mali de 2 suspects clés de l'attaque de Bassam. Après les arrestations ce week-end de Midi Ag Sodak Diko, suspecté d'être le logisticien dans l'attaque de Grand Bassam, et d'Ibrahim Ould Mohamed, chauffeur et bras droit de Kounta Dalla, des enquêteurs ivoiriens atterrissent au Mali. Arrivés à Bamako ce mercredi, les émissaires ivoiriens se seraient rendus dans le pays avec les éléments de preuve en leur possession, en plus de ceux recueillis par les autorités maliennes, grâce notamment aux aveux des 2 suspects arrêtés et transférés dans la capitale malienne. Le mode de travail sera simple, confronter les différentes informations pour faire la lumière le plus rapidement sur cet attentat. Un autre point d'avancement, la confirmation de la nationalité du cerveau présumé de la fusillade. Selon les informations, Kounta Dalla est à l'instar de ses 2 complices de nationalité malienne. Où se cache Kounta Dalla? Pour quelle raison a-t-il perpétré l'attaque de Grand Bassam qui a fait 19 morts? Et avec qui a-t-il planifié et organisé les tueries? Des questions qui restent à élucider. Et c'était un commentaire de Sylvie Touré. Une autre mission se rendra sur place à Bouna demain, touchée par de récents affrontements intercommunautaires. Les ressortissants de la région du Boukani vont témoigner leur solidarité et compassion aux victimes des violences. Les élus et cadres du Boukani vivant à Abidjan en ont décidé ainsi après une réunion tenue dans la commune d'Agamé. Ils appellent les différentes communautés à l'apaisement, nous disent Ben Touré et Maïsako. Plus de 2000 déplacés internes, plusieurs blessés, 1 millier de réfugiés au Burkina Faso et une vingtaine de morts. Le bilan des affrontements intercommunautaires à Bouna interpelle ses ressortissants. À la suite du gouvernement, les communautés vivant à Abidjan veulent se rendre au chevet du Boukani pour apporter leur soutien à toutes les victimes, quelles qu'elles soient. C'est par des apports en espèces. Il faut aller sur place. Il faut leur donner des vivres, des non-vivres, certainement apporter des médicaments au centre de santé sur place. Donc soutenir toutes les autorités qui aujourd'hui s'évertuent à penser les plaies de nos parents. En plus des vivres et non-vivres, les ressortissants prévoient une collecte de sang pour secourir les blessés. Cette rencontre est aussi la réponse à l'appel des élus et cadres à l'endroit des différentes communautés qui doivent contribuer à l'apaisement. Nous avons été blessés, c'est vrai, mais aujourd'hui nous appelons à l'apaisement. À l'apaisement des cœurs, le bon ton et faire en sorte que nous puissions revivre ensemble comme cela l'était. Pour que la paix revienne dans le Boukani, le gouvernement a déployé près de 900 éléments de forces de sécurité aidés par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les ressortissants du Boukani. Pour l'heure, Bouna se relève lentement en attendant que les responsabilités soient situées.
L'axe Abidjan-Addis Abeba se renforce. La République fédérale démocratique d'Éthiopie aura bientôt une nouvelle ambassade en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre a eu lieu aujourd'hui. La nouvelle ambassade, bâtie sur une superficie de 6700 m², comprendra, en plus de la chancellerie, la résidence de l'ambassadeur. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, qui entretiennent de bonnes relations, vont célébrer leurs 50 années de coopération. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères est à Abidjan justement pour ces festivités. Et ce jeudi, les deux pays ont signé 4 accords de coopération, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la santé et de la recherche scientifique. Je l'annonçais en titre, 400 délégués, une cinquantaine de ministres de l'Agriculture sont attendus à Abidjan le 4 avril prochain. C'est la 29e conférence régionale de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les participants vont travailler pendant 5 jours. Ils vont débattre des moyens pour renforcer la solidarité entre les pays, la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources financières pour l'agriculture en Afrique. Lansine Bakayoko, Adama Kone. La conférence régionale d'Abidjan va donner du contenu au programme de travail pour l'exercice biennal suivant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. 3 temps forts vont meubler les travaux. Le premier temps fort sera consacré à la société civile. Ensuite, la séance des experts se déroulera du 4 au 6 avril. Enfin, la réunion des ministres en charge de l'agriculture. La table ronde ministérielle envisagera une augmentation des investissements dans la région africaine. En toile de fond, l'éradication de la faim et la transformation des systèmes alimentaires. La Côte d'Ivoire ne sera pas seule à tirer profit des opportunités offertes par cette conférence. L'intérêt de la 29e conférence mondiale de la FAO rejaillit sur l'ensemble des pays africains, étant entendu que tous les pays africains ont pour objectif commun la réduction de la pauvreté par une contribution plus accrue du secteur agricole à la création de richesses. La 29e conférence régionale est organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire devrait présider aux destinées de la conférence pour les 2 prochaines années au terme de la rencontre d'Abidjan. Transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. C'est le thème central de cette 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Mais quel est l'enjeu de cette conférence régionale? Quelles seront les retombées pour l'Afrique? Comment percevoir d'ailleurs l'intérêt d'une telle conférence régionale? Élément de réponse avec Noël Nyagno. Les conférences régionales de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sont au nombre de 5. Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, Europe, Proche-Orient et enfin Afrique. À quoi servent-elles? Ce sont des tribunes au cours desquelles sont passées au crible toutes les questions qui relèvent de la FAO dans la région. Elles servent également à la formulation des positions régionales sur les politiques mondiales et les questions réglementaires relevant du mandat de la FAO, donnent des avis à leur sujet et proposent des ajustements aux documents en question. Ensuite, les conférences régionales de la FAO mettent le projecteur sur les problèmes particuliers, examinent les plans ou programmes exécutés par la FAO en rapport avec les régions. Enfin, les conférences régionales examinent l'efficacité de ces activités et les résultats attendus de l'institution mondiale en charge de la question de la faim. À Abidjan, la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique aura examiné la transformation du système agroalimentaire africain pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Ce sera du 4 au 8 avril. Mais avant, la société civile régionale va labourer son champ du 1er au 2 avril, puis suivra la réunion des hauts fonctionnaires sous la présidence du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Pour la réunion d'Abidjan, 53 ministres en charge de l'agriculture sont attendus. Intéressons-nous maintenant à la question de l'emploi qui préoccupe le gouvernement. Comment résoudre le problème du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire? Les ministères de la promotion de la jeunesse, de l'emploi, des jeunes et du service civique et celui des transports s'accordent pour trouver une solution. Les 2 ministères vont travailler ensemble. Ils l'ont concrétisé par une signature de convention. Grâce Kanto.
Le gouvernement ivoirien fait de l'emploi des jeunes sa priorité. Ainsi, plusieurs actions sont menées pour leur insertion. 200 jeunes vont bénéficier de stages écoles et de perfectionnement au port autonome d'Abidjan. Alors, une convention a été signée entre l'Agence Emploi Jeunes et le port autonome d'Abidjan. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'effectivement on puisse créer le maximum d'emplois au niveau des jeunes. Nous devons nous battre parce que quels que soient les efforts que le gouvernement va fournir, ce n'est pas les emplois au niveau des bureaux qui vont représenter le lot important. Ce qui est important, c'est que nous devons tous suivre nos jeunes frères pour qu'effectivement on puisse créer en eux l'amour de l'entrepreneuriat. Permettez-moi de magnifier ce partenariat qui augure de très belles perspectives pour nos jeunes en quête d'opportunités et impatients de jouer leur part dans le devenir de ce pays. Cet accord de partenariat entre l'Agence Emploi Jeunes et le port autonome d'Abidjan présente de nombreuses opportunités d'apprentissage. Il s'agit notamment de programmes d'aide à l'embauche de jeunes diplômés. Selon le ministre des Transports, Gaoussou Touré, 30 projets seront déroulés d'ici à 2020, ce qui devrait permettre de créer le maximum d'emplois au profit des jeunes. Et cette nouvelle en provenance de Toumoudi dans la région du Bélier. L'orage qui s'est abattu sur la ville avant-hier a causé des dégâts importants. La clôture principale de la prison civile de Toumoudi s'est effondrée. Les forces de sécurité ont été déployées sur les lieux pour assurer la sécurisation. L'orage a aussi arraché les toitures d'autres habitations. La préfecture a été inondée. Ouattara Amadou Walter de RTI Boaké. Maisons décoiffées et clôtures de différentes concessions effondrées. C'est le triste visage que présente la ville de Toumoudi, conséquence d'une violente tornade qui s'est abattue sur la dite cité. Ça a commencé vers les 17h30, 18h par des gouttelettes comme ça, avec un petit vent léger. Et nous-mêmes étions à la mairie, on s'est enfui rapidement pour aller voir le match de football, quand tout d'un coup, le vent s'est intensifié et vous avez commencé à voir des tourbillons, des arbres qui tombaient et on nous a coupé le courant. Les dégâts matériels sont énormes. Les locaux de la préfecture sont inondés d'eau. Les vitres et les toitures ont volé en éclats. L'édifice est quasiment hors d'usage. De nombreux autres bâtiments des structures publiques et privées, de même que certaines habitations, sont aussi touchés. La maison d'arrêt et de correction, qui compte plus de 200 prisonniers, a vu une bonne partie de sa clôture détruite. Au moment où il y a d'autres clôtures qui sont tombées, il y en a encore qui pannent. Au moindre vent, ça va s'écrouler. On a des détenus de grosses peines. Les coupeurs de route, il y en a. On a près de 200 détenus qu'il faut évacuer. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Nous allons lancer un appel partout à toutes les bonnes volontés qui veulent bien nous aider pour rétablir rapidement le minimum sur tous les biens qui ont été détruits. Pour l'heure, la population de Toumoudi est sous le choc. Au moment où nous quittions la ville, la pluie continuait de tomber. Voilà, une nouvelle plus réjouissante au nord. Les femmes du département de Korogo disent non à la pauvreté. Elles ont décidé de s'unir pour se prendre en charge. Lata, paisible village agricole au riche patrimoine culturel sénoufo, situé à 12 km de Korogo dans la région du Poro, veut amorcer son développement. Plusieurs réalisations sont visibles. Reprofilage lourd de la route qui mène à Lata, construction d'un château d'eau, réhabilitation et construction de nouvelles classes pour l'école primaire et d'un collège en chantier. Pour lutter contre la pauvreté, la fondation Bâtissons Ensemble Lata, qui se veut un instrument de développement, entend jouer un rôle primordial. Nous avons mis en place un fonds de développement. Ce fonds servira aux femmes de faire des activités génératrices de revenus. En le faisant à notre niveau, nous pouvons donc les préparer à des projets plus importants. Pour l'installation de la section des femmes de la fondation Bâtissons Ensemble Lata, la marraine de la cérémonie, Madame Park Djougon, a fait don d'une décortiqueuse
de vivre et non-vivre pour aider ces filleuls à améliorer leurs conditions de vie. L'émergence commence à partir du travail. Nous aimerons, d'ici le retour de Madame la marraine d'ici, qu'elle voie que vraiment nous avons mis les matériaux en pratique. Et cela doit commencer dès maintenant. La fondation Bâtissons Ensemble, l'ATA, est dotée pour le moment d'un fonds de 5 millions de francs CFA. Et c'était un reportage de Brahima Doumbia de RTI Bouaké. À présent, au chapitre politique de cette édition, le RHDP, les parlementaires et les élus locaux du RHDP se réunissent au sein du mouvement des élus pour la consolidation et la sauvegarde du RHDP. La présentation de ce mouvement a été faite au siège du RDR à Cocody. Thomas Kessambi. Maintenir les acquis du RHDP, consolider le RHDP et préparer les mentalités pour le parti unifié. Quelques objectifs du nouveau mouvement des élus pour la consolidation et la sauvegarde du RHDP. Le mouvement s'engage dans la sensibilisation pour faire du RHDP un véritable parti unifié. La présentation du mouvement a été faite au directoire du RHDP. Nous allons rencontrer les directions prises individuellement, n'est-ce pas, au niveau des partis membres du RHDP, et nous allons passer à la grande phase de sensibilisation au niveau de tous les militants donc, du RHDP, au niveau des Ivoiriens qui croient en la philosophie oufouissienne. Selon Amadou Soumaoro, président du directoire du RHDP, la démarche est louable. Elle contribue à renforcer la confiance entre les membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est vrai que nous avons demandé d'aller au parti unifié en sensibilisant, en persuadant les uns et les autres. Et je crois que c'est le choix que les présidents ont fait. Qu'on mobilise, qu'on renforce les coordinations que nous avons déjà installées et qu'on installe de nouvelles coordinations puisqu'on en a mis dans tous les départements et des sous-préfectures, et c'est ce que nous allons attaquer les jours à venir. Le mouvement des élus pour la consolidation et la sauvegarde du RHDP a vu le jour le 16 février dernier. Il compte en son sein des parlementaires et des élus locaux. Le président du Front populaire ivoirien a rencontré aujourd'hui la chefferie traditionnelle et brillée du district d'Abidjan. Pascal Affi-N'Guessan a partagé sa vision politique au chef coutumier à Tchon. Il s'est prononcé notamment sur le dialogue politique, la réconciliation nationale, la situation au sein de son parti, le FPI. Michel Digré. C'est la véritable première rencontre qu'il a avec la chefferie traditionnelle et brillée du district d'Abidjan depuis la perte du pouvoir d'État par le Front populaire ivoirien. Et pour ces retrouvailles, Affi-N'Guessan a d'entrée de jeu tenu à donner les raisons pour lesquelles il a choisi la voie du dialogue à celle de la belligérance après la chute de l'ancien régime. Le choix tactique que nous avons fait a été le choix du dialogue et de la réconciliation. Dialogue et réconciliation parce que de toute façon, toute crise, tout combat, toute guerre se termine toujours par le dialogue autour d'une table. Pour nous, comme on le dit, il y a un temps pour chaque chose. S'il y a eu le temps de la guerre, il faut qu'il y ait le temps de la paix. Les chefs Atchan ont également voulu être éclairés sur les raisons des querelles au sein du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, vous parlez de nos camarades qui ne sont pas en phase avec nous. Mais justement, c'est autour de cette question. C'est le rapport au pouvoir actuel. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du pouvoir? Beaucoup de ceux qui sont dans ce que nous avons appelé la fronde ne sont pas du tout d'accord pour le dialogue. Notre posture, nos responsabilités font que nous devons dépasser nos frustrations. Que nous devons même appeler nos compatriotes à la réconciliation. Le président du FPI rencontrera le jour à venir les chefs traditionnels d'autres communautés du district d'Abidjan pour leur expliquer sa vision politique pour la Côte d'Ivoire. La présidente par intérim du CAP-UDD a échangé avec les militants de son parti au centre de la rencontre les futures échéances électorales. Mariam Sissé, Alexis Ouedraogo. Ils sont plus d'une trentaine de potentiels candidats aux prochaines élections législatives et municipales pour le compte du CAP-UDD, CAP Unir pour la démocratie et le développement.
Venu répondre à l'appel du parti, l'occasion a été donnée de présenter ces potentiels porteurs du drapeau du parti pour les échéances à venir. Pour la présidente par intérim du CAPUDD, Laurette Traoré, l'enjeu de cette assise est de taille. Nous voulons les former à être outillés pour affronter sur le terrain les futures élections afin de pouvoir les gagner. Nous avons un objectif, avoir au moins un groupe parlementaire à l'hémicycle. Les candidats, eux, expriment leur fierté quant à la confiance accordée par le parti. Nous sommes plus que satisfaits, puisque depuis que nous avons lancé la candidature au niveau de tous nos militants à l'intérieur du pays et en Abidjan, nous avons travaillé et aujourd'hui c'est une récompense pour nous parce que nous avons été édifiés par Madame la Présidente. Nous suivons la ligne de notre parti et c'est ce que nous allons faire sur le terrain. Le CAP Unir pour la démocratie et le développement entend présenter au total 35 candidats, dont 18 aux législatives et 17 aux municipales. Le dimanche dernier, on a célébré Pakinou dans les villes et villages baoulés. L'ambiance était à la fête, une fête qui s'est d'ailleurs déportée en pays BT. À Gagnoa, justement, la communauté BT et baoulé ont fêté. Pakinou, nous dit Teresta Peyobwe. Place Henri Kouakou de Baoulé-Bougou, dans la ville de Gagnoa, région du Gord. C'est là que la communauté baoulé a célébré avec les communautés sœurs la 3e édition de Pakinou sous le fromager, devenue aujourd'hui une tradition. L'initiateur de cette célébration, le secrétaire exécutif du PDC-RDA, Maurice Kakou Gikaoué. Pour lui, cette fête de retrouvailles n'est pas un Pakinou de concurrence, mais un grand moment de communion avec la communauté baoulé qui a décidé de rester sur place avec les frères Bété. On veut faire une symbiose entre mes parents Bété et la communauté baoulé. Que 2017 soit une Pâques encore plus grande que ce que nous avons fait aujourd'hui. Abouanou André, président du comité d'organisation de cette 3e édition, a exprimé sa gratitude à tous les cadres du département de Gagnoa, aux invités et particulièrement à leurs frères de tous les jours, Maurice Kakou Gikaoué, qui a établi cette passerelle entre les deux communautés. Quant au porte-parole de la chefferie traditionnelle, il a traduit la gratitude de ses parents à leurs frères Bété pour toutes les marques de bonté dont ils font l'objet depuis plus d'un demi-siècle. Cette 3e édition de Pakinou sous le fromager a tenu toutes ses promesses. Une dizaine d'artistes, dont Antoinette Conan, Luxon Pado, ont fait vibrer de joie jeunes, vieux et cadres. Voilà les communautés BT et baoulé en symbiose pour Pakinou à Gagnoa. Hors de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, c'est un revers de taille pour le président Jacob Zuma. Ce jeudi matin, la Cour constitutionnelle a ordonné au président sud-africain de rembourser une partie de l'argent déboursé pour sa résidence privée. Il est accusé d'avoir utilisé l'argent de l'État. Le verdict est tombé ce jeudi sur l'affaire Nkandla. Jacob Zuma va rembourser une partie de l'argent qui a servi à rénover sa résidence. Il y a 2 ans, la médiatrice de la République, chargée de veiller sur les deniers de l'État, a conclu que le président avait indûment bénéficié de travaux dans sa résidence privée de Nkandla. Des travaux évalués à 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, provenant de fonds publics. Le chef de l'État aurait imputé des factures de travaux purement personnels au trésor public. Une affaire qui a créé un scandale en Afrique du Sud. La médiatrice Touli Mondonsela a donc demandé le remboursement d'une partie de la somme dépensée. Pendant 2 ans, Jacob Zuma s'y est refusé, rejetant toute responsabilité. Les 2 principaux partis d'opposition ont saisi à cet effet la Cour constitutionnelle afin qu'elle contraigne le président Zuma à rembourser l'argent. Ce 31 mars, la Cour a rendu son verdict, obligeant Jacob Zuma à rembourser une partie des frais de rénovation de sa propriété de Nkandla. La juridiction estime que le président sud-africain a enfreint à la loi. Le principal parti d'opposition a donc lancé une procédure de destitution contre Jacob Zuma dès l'annonce du verdict. Une situation qui assombrit l'horizon politique du président sud-africain. En Libye, le chef du gouvernement mis en place sous l'égide des Nations Unies a débarqué hier à Tripoli. Mais à peine arrivé, les gouvernements parallèles de Tripoli et de Tobrouk l'ont rapidement sommé de quitter la ville en proie à une vive tension. Thomas Kessambi.
Ces choses faites, le chef du gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU est arrivé à Tripoli. Aussitôt arrivé, aussitôt sommé de repartir par les gouvernements parallèles de Tripoli et Tobrouk qui contestent sa légitimité. Mais le nouveau chef du gouvernement, lui, se dit engagé et entend tout mettre en œuvre pour faire de la réconciliation une réalité. Nous vous annonçons que le gouvernement libyen d'union nationale commence son travail depuis la capitale Tripoli. Nous annonçons le début d'une nouvelle phase de dialogue entre toutes les composantes du peuple libyen sur la base de l'accord conclu entre les Libyens qui comporte des garanties pour toutes les parties afin de respecter les buts de la révolution du 17 février. La tâche s'annonce déjà difficile pour le Premier ministre Al-Sarraj. Dès son arrivée à Tripoli, la tension est montée d'un cran. Des artères principales ont été bloquées par des groupes armés et des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale. Malgré tout, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un transfert pacifique du pouvoir. Ceux qui font obstruction au processus politique doivent être tenus pour responsables. J'appelle la Chambre des représentants, le Parlement reconnu internationalement, à assumer ses responsabilités en mettant en œuvre toutes les dispositions de l'accord politique. Le gouvernement d'union a été mis en place après un accord signé en décembre 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU par des députés des deux parlements rivaux de Tripoli et Tobrouk. La justice belge autorise la remise du suspect clé des attentats du 13 novembre à la France. Salah Abdeslam a changé d'avis après les attentats du 22 mars à Bruxelles. Il veut s'expliquer devant la justice française. Le suspect, qui a dans un premier temps collaboré avec les enquêteurs belges, s'est muré dans le silence dès sa deuxième audition, arrêté à Molenbeek le 18 mars après 4 mois de cavale. Il disait vouloir rentrer très vite en France. En France, toujours, le bras de fer se poursuit entre les opposants à la loi du travail et le gouvernement. Les syndicats des salariés et les associations lycéennes et estudiantines ont manifesté aujourd'hui dans les rues pour protester contre ce projet de loi du travail qui doit être débattu à l'Assemblée nationale. Journée de colère et de mobilisation générale dans toute la France. Selon la police, ils étaient 27 000 à Paris, 20 000 à Toulouse, 6 000 à Rouen, au total des dizaines de milliers dans tout l'Hexagone. Salariés et étudiants disent non à la nouvelle loi sur le travail. Un test qui facilite les licenciements et précarise les emplois selon eux. Ils ont donc battu le pavé pour exiger le retrait pur et simple du projet porté par la ministre El Khomri. Aujourd'hui, on attend une réponse forte, qu'un gouvernement qui nous dise qu'on a entendu. Les mobilisations continueront quoi qu'il arrive, ça on l'a dit. On s'est positionné très clairement sur le retrait de ce projet de loi pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une colère qui est là, une contestation qui est forte et elle ne s'affaiblira pas. Ces manifestations qui ont lieu à l'appel des syndicats de salariés et d'étudiants ont parfois dégénéré. Des heurts entre manifestants et policiers ont été signalés à Marseille, Rouen, Nantes et Paris. Une dizaine d'interpellations ont été enregistrées, notamment à Paris. Les manifestants n'étaient pas seuls lors de cette journée. Des hommes politiques de gauche les ont soutenus. Que nous partageons les combats des salariés, des étudiants, des jeunes qui sont là aujourd'hui, je pense que symboliquement c'est important. Si nous n'étions pas là, on dirait où sont les socialistes. Les socialistes sont là. Au gouvernement, on ne peut pas vous accompagner, vous faites fausse route. C'est la 4e mobilisation du genre depuis l'annonce de ce projet controversé. De nouvelles manifestations sont d'ores et déjà prévues les 5 et 9 avril, et ce, jusqu'au retrait de la loi Khomri. Et c'était un commentaire de Sylvie Touré. Avant de nous séparer, cette brève. Après 3 semaines passées en équipe de réserve, l'international ivoirien du Paris Saint-Germain, Serge Aurier, a regagné l'équipe professionnelle ce jeudi après-midi. Le latéral droit du PSG retrouve donc ses coéquipiers desquels il avait été éloigné après des dérives langagières à l'encontre de son coach. Et ce journal a été réalisé par Edouard Kofi Sakra et Sophie Brou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Derasouba.